Alors, on a beaucoup entendu aujourd'hui, c'est un win, 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 win. Je ne suis pas sûr que les Inuits qui étaient pas... qui devront bien sûr être consultés, seraient d'accord avec ça, mais commençons pour le fédéral, le Québec et Terre-Neuve. Chantal Hébert, est-ce que c'est la meilleure entente possible d'après vous? Est-ce tout le monde a pu retirer ses billes du jeu? Si tout le monde a signé, en principe, c'est que tout le monde y a trouvé son compte, que le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador pense qu'il peut vendre cette proposition-là à ses électeurs. En fait, il se facilite un peu la tâche, là. M. Wakeham avait promis un référendum. En fait, il va présenter ça à l'Assemblée législative. Quand on sait que l'opposition libérale, qui était au pouvoir au moment de la première entente, était partante pour la première entente, on n'imagine pas que ça va tempêter très fort à cette Assemblée-là. Pour Christine Fréchette, non seulement c'est la complétion, effectivement, pas seulement d'un rêve de François Legault, mais d'un rêve de Lucien Bouchard. Ça compte quelque part quand même. M. Bouchard s'était essayé en 98, après le référendum, avec Brian Tobin, et ça avait fini par échouer. Mais en plus, ça lui permet, en campagne électorale, de dire « OK, vous n'aimez pas cette entente-là, dites-moi comment vous feriez pour proposer mieux. » Parce que là, le choix, c'est pas de ne pas faire ou de faire ce projet-là. Le statu quo actuel, vis-à-vis l'électricité Churchill Falls, ça arrive à terme. Et il va falloir trouver un accommodement pour la remplacer. Et pour le gouvernement fédéral, écoutez, quand Mark Carney a promis d'augmenter substantiellement la production d'électricité propre, il fallait qu'il fasse débloquer ce projet-là, et deuxièmement, ça lui fait au moins une bonne journée chez les environnementalistes, parce que j'ai vu des groupes qui normalement le dénoncent, qui applaudissaient aujourd'hui l'annonce. Oui, j'étais content qu'on parle d'électricité. Paul, premier commentaire général là, sur cette entente. Puis Chantal a raison, M. Bouchard avait tenté, ça n'avait pas fonctionné. Ça fait longtemps qu'on veut enterrer la hache de guerre, qu'on veut remettre sur les rails une collaboration de 50 ans avec Terre-Neuve. Oui, bien, la difficulté cette fois-ci, c'était que le premier ministre Wakeham devait sauver la face parce qu'il avait fait sa campagne électorale l'année dernière en bonne partie contre l'entente signée par les libéraux. Donc, il devait montrer comment il avait amélioré l'entente, mais il devait trouver une solution qu'Hydro-Québec pouvait accepter. Et ce qu'on comprend, bon, les politiciens ont tendance à présenter ça comme étant un gain politique parce qu'ils ont bien manœuvré, mais quand on regarde dans le détail les principales modifications à l'entente, bien, il y en a une qui est la hausse de la production. Et ce qu'on a compris dans les briefages techniques aujourd'hui, c'est que la hausse de la production, bien, depuis l'entente de principe signée en décembre 2024, les ingénieurs sont allés sur le terrain, ont examiné le potentiel des projets et ont dit on pourrait augmenter la quantité d'énergie produite dans les centrales et on pourrait peut-être ajouter aussi des éoliennes. Ça reste à vérifier. Mais donc, c'est le genre de détails qu'on a apporté dans la nouvelle entente qui était au plaisir de tous parce que tout le monde veut davantage d'énergie. Et sans, je ne veux pas me perdre dans le détail, mais pour revenir au plan politique, M. Wakeham, par contre, joue un jeu risqué parce que lui, il veut dire la dernière entente était mauvaise, grâce à moi, celle-ci est la bonne, les Terre-Neuviens sont gagnants. Mais s'il va répéter partout que c'est les Terre-Neuviens qui gagnent, ça devient difficile pour Christine Fréchette de vendre cette entente et ça donne des munitions au Parti québécois pour vouloir peut-être l'ajuster, quoique Paul Saint-Pierre Plamondon a été clair aujourd'hui. Il a dit « Je ne suis pas en train de faire campagne en disant que je vais déchirer l'entente. » Oui, on va le voir tout à l'heure parce qu'effectivement, et même, il va assez loin en disant « Si elle est bonne, on va la signer. » Mais Hélène, je veux revoir le tableau qu'on a vu. Par rapport à 2024, la clé là, qu'il faut comprendre, ce qui est arrivé pour qu'on puisse dire que c'est gagnant, 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 c'est qu'en ajoutant presque 3000 mégawatts, il n'y a pas que Terre-Neuve qui en a plus. Le Québec en a plus également. Donc, on a monté la barre pour les deux provinces, là, de la quantité d'énergie produite. Ouais. Encore que cette hausse, comme Paul le mentionne, une part de cette hausse est hypothétique encore. Ça dépendra de ce qu'on découvrira sur le territoire. Mais oui, c'est gagnant pour tout le monde. Prenons d'abord Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est une petite province. Budget annuel d'environ 10 milliards de dollars. Beaucoup de déficit, au point que la firme de cotation Standard & Poor's, cet été en juin,
a revu à la baisse la cote de crédit de la province qui était à stable pour la mettre à négative. Donc, avait besoin d'un apport de fonds supplémentaires. Et vous savez, même si l'entente était moins généreuse, la réalité, c'est qu'il y aura toujours beaucoup plus de revenus avec quelque entente que ce soit que l'entente actuelle à 0,2 cents du kilowattheure. Ça représente, grosso modo, 1 milliard de plus par année dans les coffres de Terre-Neuve. Comme je vous dis, une province qui a un budget annuel de 10 milliards. C'est une manne énorme. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs que le premier ministre de Terre-Neuve va annoncer des baisses de 15 du coût d'électricité pour un premier bloc de consommation domestique. Alors, voyez, pour le Québec, on l'a beaucoup dit, c'est une façon de sécuriser des approvisionnements énergétiques à faible coût. Et pour M. Carney, eh bien, ça vient consolider son image de catalyseur de partenariat, d'homme qui a une vision d'ensemble. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans ça, ici, dans cette entente? Bon, oui, il y a des crédits d'impôt, des garanties de prêts dans tout ça, mais il y a aussi que dans toute cette entente, il y a un autre aspect dont on a moins parlé, c'est la fosse du Labrador, qui est une zone minière très riche, à haut potentiel. Et ce qu'on vient faire, c'est d'annoncer une ligne de transport d'électricité des projets hydroélectriques existants vers cette zone minière dans l'optique de faire des mines plus vertes, si vous voulez. Et c'est là qu'Ottawa intervient en disant ce projet-là de corridor qui met toutes sortes d'affaires là-dedans, on va l'analyser au bureau des grands projets, ça va aller plus vite, etc. Donc, ça vient un peu matérialiser cette vision de M. Carney et c'est pour ça que lui est gagnant aussi de cette entente aujourd'hui. Très bien. Est-ce que, et ça arrive à quelques jours du déclenchement des élections au Québec, est-ce que c'est un coup de pouce pour la campagne Fréchette? Je vous fais entendre Christine Fréchette qui avait un message au Parti québécois. On sait que le Parti québécois veut déchirer cette entente. Alors, je leur dis, bien parfait, déchirez-la. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Québécois? Quelle alternative offrez-vous aux Québécois? Une alternative pour amener 10 000 mégawatts supplémentaires, une alternative pour créer plus de 20 000 jobs payantes. Est-ce que c'est nécessaire que la CAQ soit réélue pour que l'entente finale voie le jour? Bien, je pense que oui. Parce que c'est nous qui avons construit l'ensemble de cette œuvre et c'est nous qui allons pouvoir la mettre en œuvre. Alors, évidemment, c'est l'équation qu'elle veut poser. Réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques minutes où il dit « La réalité est que personne n'a lu l'entente et que si l'entente est positive pour le Québec, évidemment qu'un gouvernement du Parti québécois aura intérêt à maintenir cette entente. » Donc, on a un ton beaucoup plus ouvert face à cette entente-là. Et Paul, évidemment qu'on ne veut pas laisser Mme Fréchette dire « je suis seule à pouvoir continuer à jouer avec ce ballon-là ». Les autres chefs, et d'ailleurs, M. Milliard qui a dit qu'il saluait la présidente d'Hydro-Québec. Oui, mais c'est ce que Mme Fréchette a dit n'était pas tout à fait vrai parce que les libéraux disent qu'ils maintiendraient l'entente, qu'il ne faut pas revenir en arrière. Et moi, ce que je vois, c'est que Mme Fréchette a utilisé, et peut-être qu'Hydro-Québec aussi le fait, a utilisé le Parti québécois pour reprendre les négociations. On disait, pensez-y bien, si vous ne négociez pas l'entente maintenant, le prochain gouvernement a de bonnes chances d'être péquiste et ce sera plus difficile de négocier avec lui, peut-être. Et c'est plus ardu pour un gouvernement de rompre une entente qui a été négociée que de ne pas en négocier une nouvelle. Donc, le PQ a été utile pour Mme Fréchette et le PQ aussi avait un discours qui n'était pas tout à fait clair un peu dans les dernières semaines, les derniers mois, sur ce qui adviendrait d'une entente signée par Mme Fréchette avant la campagne électorale. Mais là, ils ont été très précis parce que si on vous dit ce que vous promettez, bien, vous allez devoir le livrer dans 2 mois. Ça vous rend tout à fait beaucoup plus réaliste et pragmatique. Oui, bien, d'ailleurs, dans un de vos articles, vous aviez dit, papier, il faut qu'ils nous disent comment. Mais là, en disant, mais si elle est bonne, on va la signer. Hélène, est-ce que ça n'enlève pas une partie de l'argumentaire à Mme Fréchette? Ben d'abord, Mme Fréchette, je pense qu'elle a commis une erreur. Elle n'aurait pas dû essayer de faire de la partisanerie avec quelque chose qui est important, tout comme M. Wickham à Terre-Neuve n'aurait pas dû faire ça il y a 1 an. Mais le Parti québécois n'est pas super clair. Là, il nous dit non, je ne veux pas déchirer l'entente, mais quand même parle de la première ministre comme n'ayant pas la légitimité pour signer une entente qui lie le Québec pendant 50 ans.
Bien, selon cette logique, il n'y aurait jamais aucun gouvernement qui aurait la légitimité de signer pour 50 ans et engageant les gouvernements subséquents. Il y a quelque chose d'un peu dérangeant, je trouve, dans la posture du Parti québécois qui nous dit qu'essentiellement, dans les quelques mois qui précèdent une campagne électorale, nos gouvernements n'ont plus le droit de gouverner. Il s'est d'ailleurs engagé là, à passer une loi qui interdirait certaines dépenses en période préélectorale. Donc, on était passé d'une constitution qui prévoit des mandats à 5 ans. On a instauré des élections à date fixe qui ramènent ça à 4 ans. Puis là, s'il faut en croire le Parti québécois, maintenant, les mandats, c'est 3 ans et 2 tiers. J'ai un problème avec ça et ils ne sont pas super clairs. J'ai retrouvé des propos de Pascal Paradis en entrevue récente avec le National Post qui disait il faudrait renégocier pour voir des compensations des compensations pour le Québec et il parlait donc de revoir la frontière entre le Québec et le Labrador parce que le Québec n'a jamais accepté que le Labrador soit donné à Terre-Neuve. Et là, commençait à dire qu'il faudrait peut-être voir des compensations financières et que ça pourrait être discuté dans le cadre de cette entente-là sur l'hydroélectricité. Voyez, ça nous amène loin. Alors, leur discours n'est pas si clair que ça aux côtés du Parti québécois. Mais là, on a noté, en tout cas, avec le texte du chef, qu'on veut envoyer un message au contraire, plutôt conciliant. Chantal, qu'en pensez-vous? Moi, je regarde ce message, puis je fais le comparer, par exemple, au message de Paul Saint-Pierre Plamondon sur le projet de TGV, et je me dis, voilà quelqu'un qui veut désamorcer une grenade avant d'être obligé de se coucher dessus pour qu'elle lui explose sur le corps. Et j'en conclus que l'idée de dire à Terre-Neuve, on va reprendre le Labrador en échange d'une entente, là, c'est une idée qui n'a pas tenu la route. Cela dit, c'est pas la première fois qu'un parti d'opposition qui est en avance dans les sondages dit « je vais déchirer une entente ». Il y en a un qui s'appelait Jean Chrétien. Rappelez-vous, il allait renégocier l'ALENA. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a renégocié une page qui s'attachait au traité principal, puis on est passé à d'autres choses. Alors moi, ce que je lis aujourd'hui et ce que j'entends de l'opposition, c'est qu'on ne veut pas faire campagne là-dessus, manifestement, mais qu'on ne se prépare pas non plus à faire comme M. Wakeham en campagne électorale à Terre-Neuve et Labrador, c'est-à-dire voter pour moi. Comme ça, on ne fera pas l'entente telle qu'elle se présente actuellement. On est beaucoup plus en mode défense attaque. Oui, et vous l'avez dit quand même au début, il y avait promis un référendum. Il n'y aura pas de référendum à Terre-Neuve. Je vous montre les réactions du chef libéral, M. Milliard, qui, lui, salue, donc, je le disais, le travail de Mme Bouchard, la présidente d'Hydro-Québec. Le PLQ analysera pleinement cette entente, etc. Avec une ratification finale. Retourner à la case départ aujourd'hui serait dommageable. Et je pense qu'on a aussi une réaction du chef du Parti conservateur. La première ministre cherche à précipiter la signature de cette entente à des fins électoralistes. Elle essaie de faire oublier aux Québécois 8 longues années de gestion catastrophique. Voilà. En passant, Patrice, l'entente, on l'a. Hein? Quand le chef péquiste dit on n'a pas vu l'entente, je veux dire, en tout cas, moi, je l'ai. Beaucoup de journalistes l'ont eu, ont pu la lire aujourd'hui. Oui, il y a eu... on avait la version papier à 11 heures. Mais peut-être juste un dernier élément à ajouter rapidement qui me semble fondamental là-dedans, c'est que c'est pas Christine Fréchette qui a négocié l'entente, c'est Hydro-Québec. C'est des négociations très techniques. Et est-ce que quelqu'un imagine qu'Hydro-Québec se lierait les mains pour le prochain demi-siècle afin d'avantager une politicienne qui, à en croire les sondages, sera plus là ou sera plus au pouvoir dans 2 mois? 1 mois et demi. La question est lancée. On va parler des élections au Québec une autre fois. On vient d'en parler avec cette entente-là, mais je veux vous entendre. On est quand même à 30 heures d'autres tarifs qui pourraient tomber sur le Canada et qui pourraient faire particulièrement mal à certaines industries manufacturières au Québec. Est-ce que là, M. Carney n'arrive pas, Chantal, à son moment où... crucial, là, va-t-il arriver cette fois-ci à faire reculer Donald Trump? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui s'imaginent que M. Trump va reculer sur quoi que ce soit, ou devrait-il reculer, que ça vaille la peine d'en parler. Parce qu'il avance, il recule, c'est sur chaque dossier. Alors, si M. Carney s'inspire du sentiment populaire, celui qu'on sent, et qui s'exprime, là, moi je regardais
À part les lobbies, et c'est leur travail, je ne les critique pas, Chambre de commerce et autres, qui disent « Oh, ça presse, il faut faire quelque chose », même le National Post a des chroniqueurs qui disent « Il ne faut pas surtout s'embarquer là-dedans, ça ne donnera rien ». Alors là, on ratisse de droite à gauche pour dire à M. Carney « Ça ne donne rien de s'engager là-dedans ». Et ce qu'on comprend jusqu'à présent des négociations, c'est qu'on veut éviter un malheur supplémentaire, mais que les Américains ne sont pas en train de reculer sur le reste. Alors, M. Carney va devoir faire un choix, mais s'il veut vendre une série de concessions aux Canadiens, le terrain a été très mal préparé par des concessions depuis des mois qui n'ont jamais résulté en un seul gain pour le Canada. Oui, puis c'est délicat. Il y a le lait, il y a une partielle. Dans quelques jours, il y a le lait, il y a le bois pour le Québec. Paul? Patrick, oui. On n'en parle jamais, mais le droit de premier refus des Américains sur les minéraux critiques du Canada, excusez-moi, là, il n'y a pas de lobby qui lève la main, mais c'est quand même crucial. C'est comme de dire on reste la vache à lait des États-Unis pour un secteur qui est critique pour l'avancement économique du Canada. C'est pas rien, là. Oui, ils exigent que ça soit eux. S'ils ne veulent pas, on pourrait en vendre ailleurs, mais sinon, ils veulent être le premier acheteur. Paul? Bien, c'est un peu étourdissant tout ça, puis il y a tellement de nouvelles, là, de menaces. On est bombardé j'allais dire de toutes parts, mais non, juste d'un endroit, de la Maison-Blanche. Mais on oublie que de quoi parle-t-on? On ne parle pas de mettre fin à des droits douaniers. On parle d'une menace qui n'est pas encore appliquée. Donc, de convaincre M. Trump de ne pas faire ce qu'il n'a pas encore fait et de faire des concessions préventives. Mais ça montre l'état de cette relation canado-américaine où, du point de vue canadien, maintenant, une victoire, ça serait l'absence d'une défaite, ou même une victoire, ça serait de faire des concessions pour éviter des défaites encore plus grandes. Et là, on est en train de se demander, la stratégie, c'est savoir à quel point est-ce qu'il faut faire des concessions maintenant, choisir notre douleur pour avoir un... Pour pas qu'elle soit presque moins poète, grande Paul, ce soir. Vous êtes presque poète. Hélène? Je pense qu'il y a pour Mark Carney un défi d'unité nationale dans tout ce dossier. Bon, j'hésite à me prononcer parce qu'il y a tellement, comme dit Paul, d'informations contradictoires qui circulent. On verra bien ce qui arrivera mercredi. Mais on le sait très bien que les secteurs touchés ne le sont pas uniformément répartis sur le territoire. On sait que c'est beaucoup la Colombie-Britannique qui est touchée pour le bois, le Québec pour le bois, l'aluminium et peut-être la gestion de l'offre en matière laitière notamment, et évidemment l'Ontario, les voitures, l'acier. Et là, on a commencé à voir ça, une petite ébullition, où là, quand on dit peut-être qu'on pourrait faire des concessions sur l'énergie, il n'y en est pas question, évidemment, nous dit l'Alberta, la Saskatchewan, l'alcool sur les tablettes, il y a déjà encore des provinces qui ont déjà remis ces alcools-là, d'autres qui veulent pas le faire. Et donc, si M. Carney devait en arriver à une absence d'entente l'obligeant à peut-être faire des répliques, des contre-tarifs, etc., et dans quel secteur ferait-il ça? Et là, il pourrait y avoir des désaccords au sein de la Fédération parce que tout le monde n'a pas le même type d'économie. Alors moi, c'est politiquement, au niveau canadien, je pense que pour M. Carney, il y a un enjeu de ce côté-là, que cette belle unité qu'il bâtit depuis à peu près 1 an et quart, essayer de mettre tout le monde derrière lui puis de pousser tout le monde dans la même direction. Aujourd'hui, on était un autre exemple. Eh bien, toute cette unité pourrait être compromise s'il y en a qui se sentent plus pénalisés que d'autres et qui voudraient répliquer plus que d'autres. Hélène, Paul et Chantal, c'est tout le temps qu'on a. On va en reparler évidemment, abondamment. Merci beaucoup. Bonne saison. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.